première conférence avec Fabrice Litez et Nathalie Granier qui nous viennent ici nous parler de l'ingénierie sociale à la source des attaques. Ils viennent représenter Another Way, une société que vous allez pouvoir retrouver au stand F31. Ça fait plaisir de voir tout ce petit monde ce matin. Merci d'être présent pour cette hacking session. Donc effectivement, on l'a dit, on travaille pour la société Another Way. Another Way, c'est un éditeur de logiciels qui travaille sur sa mission. C'est de vous protéger contre les attaques par ruse, c'est-à-dire l'ingénierie sociale. Ben, ça tombe bien parce que c'est ce sur quoi on va parler ce matin avec Fabrice. Donc on a 30 minutes ensemble. Donc on va essayer d'apprendre à se connaître un petit peu. Déjà, on va présenter Fabrice. Ça veut pas. Merci Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Attends, ça va pas. C'est pas grave, je vais quand même me présenter. Je suis Fabrice Litez, responsable du pôle analyse chez Another Way, notamment en charge de différentes missions autour de l'OSINT, différentes recherches autour de l'OSINT, et également de veille cyber, veille CTI. Et donc moi je suis Nathalie Granier avec un R. Je précise bien pour la suite de la présentation, vous allez comprendre pourquoi. Je suis psychologue donc depuis quelques années, je travaille en cybersécurité depuis 8 ans maintenant dans le domaine de la Cyber Threat Intelligence, CTI, donc renseignement sur la menace. Donc avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire, parce que je raconte toujours des histoires, un petit peu toujours la même. Cette fois-ci une histoire que vous connaissez certainement, d'un petit couple qui s'appelle Adam et Ève. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un petit couple qui vivait heureux au jardin d'Éden, Fabrice, le jardin d'Éden, et qui va rencontrer un serpent. Donc le serpent qui va leur proposer un fruit, le fruit défendu, prétextant que ce fruit va donner l'intelligence, l'immortalité, etc., etc. Et que va faire le couple? Je précise bien le couple, pas que la femme, parce que la vraie histoire c'est le couple qui a mordu dans le fruit quand même. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mordre ce fruit et Dieu va les expulser du jardin d'Éden. Il va condamner le serpent à manger la poussière, la femme à enfanter dans la douleur et l'homme à être mortel. Eh bien, je viens de vous raconter la première histoire d'ingénierie sociale de l'humanité, rien que ça. Donc ça, c'était le cas pratique. Maintenant, on va voir la partie théorique. Donc la définition, c'est l'ensemble de pratiques qui visent à exploiter des faiblesses sociales, psychologiques et organisationnelles. L'objectif, c'est de vous faire faire quelque chose que vous n'auriez pas fait dans un contexte dit normal. Ils vont créer un contexte particulier pour vous faire cliquer ou pour vous faire transmettre des informations. Et alors on va voir comment ils vont aller récupérer ces attaquants les informations. Pour cela, il y a 3 vecteurs. Le premier vecteur, c'est vous qui allez transmettre des informations, parfois volontairement, parfois involontairement. Si je vous pose la question, ce que vous avez fait ce matin, la première chose que vous avez faite très probablement, c'est d'allumer votre smartphone et de le consulter. Et bien juste en faisant ça, vous avez transmis des données. Vous êtes connecté à votre site internet, vous êtes géolocalisé, vous avez fait des commentaires sur une photo, sur Facebook, etc. Et bien en faisant cela, vous avez transmis des informations. Premier acte, premier vecteur donc de transmission de données. Hop. Le second vecteur, eh bien, ce n'est pas forcément par vous, mais c'est votre cercle de confiance qui va devenir à la fois vecteur et source d'attaque. C'est-à-dire que vous avez des personnes que vous connaissez qui vont transmettre des données, qui vont publier des photos de vous, à votre insu parfois, et du coup, les attaquants vont là encore récupérer ces informations pour pouvoir les utiliser contre vous. Donc ça devient une arme redoutable pour les attaquants. Et enfin, le troisième vecteur, c'est le dark web. Vous avez très certainement entendu parler de France Travail, par exemple, avec une grosse fuite de données. Ces données, ce sont les vôtres, ce sont les miennes. Des informations sur des mails, des noms, des prénoms, des numéros de sécurité sociale, etc. Et bien, toutes ces informations vont se retrouver sur le dark web et vont être, là encore, récupérées par l'attaquant. Et vous allez voir comment tout à l'heure. Donc maintenant, on a eu les trois vecteurs. Maintenant, je vous propose une petite recette pour les cordons bleus qui sont ici. Je vous déconseille de la reproduire, mais en revanche, je vous conseille de la connaître, cette recette. Donc c'est pour un clic. Il va falloir un petit peu de prétexting. Donc qu'est-ce que le prétexting? L'attaquant va prétexter un scénario, il va créer un scénario d'attaque qu'il va aller récupérer via toutes les données qu'il aura récupérées en OSINT, en source ouverte. Et il va récupérer ces informations pour créer une petite histoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le baiting. Donc comme son nom l'indique, c'est APA en cyber, enfin en anglais. Et l'APA, ça peut être par exemple une clé USB qui va être vérolée et qui va du coup investir à la fois votre portable, votre téléphone, ou bien même votre entreprise.
Troisième vecteur, c'est le quiproquo. Donc là, on est sur de l'échange donnant-donnant. C'est le cas de votre voisin qui va vous prêter la perceuse le vendredi, qui part en vacances tout le week-end, voire même la semaine, et qui va vous demander de garder son chien. Vous allez le garder même si ça ne vous arrange pas. On parle de réciprocité psychologique. C'est-à-dire que l'attaquant va créer un problème, il va résoudre le problème, et ensuite vous allez lui être redevable. Ça, il le pratique également parfaitement. Et enfin, le phishing qu'on connaît tous, qu'on retrouve dans notre boîte mail, on le retrouve également sur votre téléphone portable, on parle de smishing. On le retrouve aussi en imitation de voix, on parle de vishing. Et maintenant, on retrouve dans les QR codes, on parle de quishing. Tout ce qui est en ing, méfiez-vous. En gros, c'est simple. Et enfin, tout ça, vous l'enrobez avec un petit peu de psychologie, parce que les attaquants sont aussi de forts psychologues, et ils vont utiliser des leviers psychologiques. Là, je vais vous en proposer quelques-uns, vous en donner quelques-uns, ces petites astuces du chef. Donc, vous avez l'urgence, vous avez la réciprocité, vous avez la curiosité, ils vont utiliser également cet aspect-là, l'engagement et la cohérence, la preuve sociale, l'empathie, l'autorité. Vous avez tous reçu un mail des impôts vous disant dépêchez-vous, voilà, vous connaissez tous ça, je vois des sourires dans l'assemblée, donc je pense que vous connaissez. Et puis la rareté, donc là aussi c'est Booking qui vous dit dépêchez-vous, il ne reste plus qu'une offre dans le panier si vous voulez. Voilà. Bon là c'est assez sympa, c'est juste un acte commercial, mais quelquefois les attaquants s'en servent à mauvais escient. Donc voilà la recette, les ingrédients. Maintenant ils vont suivre cette recette qui se caractérise en 5 étapes. La première c'est choisir sa victime, on va voir comment. On va voir comment Fabrice l'a choisi. Ensuite, l'orientation et la planification. Ensuite, il va collecter des données, il va traiter ces données pour ensuite faire son attaque. Donc, on va commencer par la première victime. Alors, cette victime, n'y voyez pas de lien, elle s'appelle Nathalie Garnier. Je précise bien Garnier et pas Granier. Donc, cette pauvre femme a été choisie par l'attaquant, à savoir Fabrice. Pourquoi ? D'abord parce que l'attaquant va d'abord choisir une entreprise. Il va cibler son entreprise, l'organisation. Ensuite, il va regarder la posture sécuritaire de l'entreprise, s'il y a des failles, des vulnérabilités. Et ensuite, il va choisir une victime dans cette entreprise qui sera peut-être un peu plus vulnérable et on va voir comment il va procéder. Donc, on va attaquer la deuxième partie maintenant, c'est-à-dire commencer à rechercher des informations sur cette personne. Donc cette personne, elle est présente énormément sur les réseaux sociaux. Elle est présente par exemple sur LinkedIn. Il va voir si elle travaille à la finance par exemple, si c'est une junior, elle vient d'arriver. Si elle vient d'arriver dans l'entreprise, elle n'a peut-être pas encore les postures de sécurité exigées par l'entreprise. Potentiellement, ça peut être la bonne personne. Ensuite, elle est très présente sur Facebook. On voit qu'elle est assez fêtarde. Elle voyage aussi beaucoup. Et puis elle surfe accessoirement. C'est son petit hobby les week-ends. Elle est présente sur WhatsApp, elle est présente sur Instagram aussi, elle a publié des photos, et également sur des sites légaux, on va dire, où on va voir qu'elle a une entreprise, on va voir laquelle. Fabrice va nous expliquer tout ça. Merci Nathalie. Alors effectivement, comme la réalité dépasse très très souvent la fiction, en fait, toutes les briques du scénario qu'on va vous présenter, que je vais vous présenter, tous les pivots que l'on va réaliser sont largement inspirés de faits réels, de cas concrets qu'on a pu avoir à traiter au cours de nos activités. Voilà. Et dans la présentation qui suit, Nathalie l'a pas encore dit, mais je vais le dire, je vais endosser le rôle du pirate, le rôle du méchant. Il paraît qu'il me va si bien. Voilà. Oui, je confirme. Donc on attaque l'étape 3, qui est la collecte des données. Donc on va voir comment Fabrice va collecter des données sur cette victime. Alors pour cette attaque, j'ai décidé de m'intéresser à la société Green Lemon, puisque j'ai trouvé une fuite de données contenant des emails professionnels qui sont toutes en prénom.nom@lemon.com. Alors pourquoi ensuite je vais m'intéresser à Nathalie Garnier? Eh bien parce que je vais pouvoir reconstituer assez facilement son adresse email, puisque je détermine très rapidement qu'elle dirige cette société. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas son adresse mail dans la fuite de données, mais je vais pouvoir la reconstituer puisque je dispose déjà du pattern de son nom, prénom. Donc je peux reconstituer nathalie.garnier@lemon.com. Cette adresse mail, je vais faire différentes recherches et je vais déjà identifier qu'elle a ouvert un compte Gmail avec cette adresse email. Avec cette adresse Gmail, j'ai un avatar, une photo de profil qui est disponible. Donc je vais conserver cette photo de profil, elle va peut-être pouvoir me servir plus tard. Je détermine également qu'avec ce compte Gmail, elle a laissé différents avis, des avis, vous savez, les avis que vous laissez à l'hôtel, au restaurant, etc. Bah, elle aussi, elle en a laissé des avis, et notamment celui qu'elle a laissé quelques jours plus tôt au profit d'un centre de fitness basé à Castres.
centre de fitness. Pourquoi à Castres? Je ne sais pas trop, puisque quand je fais des recherches, la société, elle, est basée à Béziers. Je vais ensuite sur le site internet du centre de fitness et je constate qu'en complément des prestations de sport, ce centre de fitness commercialise différents produits, des compléments alimentaires, des accessoires, des vêtements de sport, etc. Alors avec un peu de chance, Nathalie consulte ses emails personnels depuis son ordinateur professionnel, comme beaucoup le font, et de préférence connecté au système d'information de son entreprise. Alors comme elle le vaut bien, je vais lui envoyer un email de phishing à base de promo sur un article de son choix à valoir au centre de fitness. Donc, je vais pouvoir déjà lui lancer un premier phishing, une première attaque. Je poursuis mes recherches concernant la société Green Lemon. Alors, Nathalie est associée unique et je vois que la société a été créée il y a plusieurs années. L'adresse, je vous l'ai dit, le siège social est à Béziers, donc manifestement, elle n'a pas mis à jour ses informations légales. Bon, ça, c'est un choix. Par contre, j'ai forcément un problème puisque le siège social est à Béziers et le centre de fitness est à Castres. Pour ceux qui connaissent la région, aller faire du fitness à Castres depuis Béziers tous les jours, c'est quand même pas simple. Depuis le site internet de Green Lemon, je vais pouvoir identifier différents fournisseurs de cette société, différents partenaires, différents prestataires, parmi lesquels je vais trouver une société spécialisée dans l'infogérance. Cette société d'infogérance a fait l'objet d'une attaque cyber avec exfiltration de données. Parmi les données exfiltrées figurent les emails, de nombreux emails, dont ceux du service facturation. Donc je vais pouvoir usurper l'adresse email d'un collaborateur de ces services facturation, récupérer un email dans lequel je vais trouver une facture adressée à Green Lemon, modifier la facture en changeant l'IBAN. L'IBAN qui est envoyé au client par ce prestataire informatique pour le paiement de la facture. Et je vais prendre le soin, cet IBAN, d'en sélectionner un qui commence par FR pour éviter toutes ces barrières qui peuvent surgir avec des IBAN qui commencent par d'autres initiales, PL, etc. Enfin d'autres pays, PT, Portugal, etc. Ça va me permettre en fait de baisser cette barrière. Et pourquoi ce compte en FR? Parce qu'il est assez facile en fait d'en récupérer auprès de banques en ligne qui sont assez peu regardantes quant aux conditions d'ouverture de compte. Voilà, ça va me permettre d'abaisser les barrières et en plus de donner une certaine légitimité. En plus de cela, je vais prévenir le destinataire de ce mail chez Green Lemon que j'ai changé l'IBAN pour le paiement de la facture par virement. Donc je le préviens, j'ai un compte en FR, il ne va pas se méfier et ça me permet de porter une première attaque à Green Lemon sous la forme d'une fraude au changement de RIB et ça va générer un trou dans la trésorerie de plusieurs milliers d'euros. Maintenant je retourne sur les réseaux sociaux. Je trouve un profil Instagram au nom de Nat Garnier avec la même photo de profil que celle de son compte Gmail. Le profil est privé. Donc j'ai accès à rien, sauf que dans les suggestions, juste en bas, juste en dessous de son profil, Instagram me propose d'aller visiter différents profils et j'en trouve un au nom de Camille Garnier. Ce profil, lui, il est complètement public, il est ouvert et je peux accéder aux vidéos, aux photos. Et parmi ces photos, je vais trouver celle de son anniversaire qu'il a fêté le 15 mars dernier. Donc je vais pouvoir accéder à sa date de naissance. Je sais quel âge elle a, j'ai sa date de naissance, je sais ce qu'elle a fait au cours de la soirée, je sais qui elle a invité, parce que dans les photos, je vais pouvoir récupérer les noms, prénoms de ses amis. Je sais même ce qu'elle a bu pendant la soirée et dans quel état elle a fini. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec ça. Je poursuis mes recherches concernant Camille, et je constate qu'elle a un compte Facebook. Un compte pas mis à jour, il n'y a pas grand-chose dessus. Je vais trouver une photo, une seule photo, mais c'est une photo qui a fait l'objet d'un like. Et pas 36 likes, un seul like, au nom de NatNGR. Alors juste quelques chiffres sur les réseaux sociaux. Les Français ont surfé en moyenne en 2022 2h18 de leur temps sur les réseaux sociaux. Et les smartphones représentent 75% du temps passé en ligne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plus on passe de temps sur les réseaux sociaux et plus on transmet de l'information. C'est ce que je vous disais initialement. Donc là, ça se confirme. Et autre chiffre, la plupart de nous, on lit les SMS dans les 3 minutes suivant leur réception.
Ce qui fait que les mails, enfin les phishing par mail, c'est-à-dire les smishing, marchent parfaitement parce qu'ils abattent le mental en fait. Il va faire qu'on va foncer sur les messages sans forcément regarder l'expéditeur comme on le fait plus préférentiellement dans les boîtes mail, un peu moins via les SMS. Donc ce qui est cool, c'est que ce profil NatNGR, c'est bien celui de Nathalie. Elle utilise de nouveau la même photo de profil. Et dans les informations disponibles sur son profil, je vais retrouver une mention relative à la ville de Béziers et également le logo de Green Lemon, donc la société qu'elle dirige. Donc je suis certain que c'est bien son compte. Maintenant, ce compte Facebook, je vais aller regarder sur la version HTML de sa page de profil, donc dans le code source de ce profil, pour récupérer son ID, son identifiant unique qui lui a été attribué par la plateforme lorsqu'elle a créé son compte. L'intérêt de cet ID, c'est d'aller vérifier dans les bases de données piratées ce que je vais pouvoir trouver comme autres données associées à cet ID. Voilà, Facebook a fait l'objet de plusieurs piratages, comme d'autres plateformes, et avec cet ID, on va retrouver différentes informations associées. Parmi ces informations, je vais trouver plusieurs adresses mail. Une adresse Yahoo, une adresse Wanadoo. Pour les plus jeunes, je ne suis pas sûr que vous en ayez encore une, mais pour les plus anciens, ça va parler. Donc c'est forcément une vieille adresse. Et encore une autre SFR. Et je vais trouver également des mots de passe, dont certains qui sont assez anciens, mais ce n'est pas très important qu'ils soient anciens, puisque beaucoup de personnes réutilisent de vieux mots de passe. Donc déjà, avec tout ça, je vais pouvoir continuer à travailler. Donc je pense que dans ce slide, il y a peut-être quelque chose qui vous choque, c'est le mot de passe. Nathalie, 1, 2, 3, 4. C'est pas forcément, c'est pas tip top comme mot de passe. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir des mots de passe robustes, de changer vos mots de passe et d'utiliser des coffres-forts numériques aussi pour générer des mots de passe. Vous avez plein de personnes ici qui font cette prestation, donc c'est l'occasion. Et j'ai 3 chiffres à vous donner pour confirmer cela. 84% réutilisent leurs mots de passe, 11% les utilisent sur plus de 15 sites et 60% les réutilisent, et ce pendant 3 ans. Donc pensez à changer votre mot de passe également. Maintenant, je vais continuer de travailler avec les adresses email. Je vais d'abord aller sur PayPal et tester l'adresse Yahoo. Alors l'adresse Yahoo est connue, par contre, aucun des mots de passe que j'ai récupérés précédemment ne fonctionne. Par contre, le recovery de mot de passe, quand je fais mot de passe oublié, PayPal me renvoie l'information sur laquelle le compte est associé à un numéro de téléphone dont je vous laisse prendre connaissance. Maintenant, je vais chez SFR. Je change de plateforme, je vais chez SFR et je teste de nouveau cette adresse Yahoo. Alors, j'arrive toujours pas à entrer sur le compte puisque les mots de passe ne fonctionnent pas non plus. Mais cette fois, le recovery me donne une autre information qui me permet de potentiellement reconstituer un numéro de téléphone, et peut-être que c'est le téléphone personnel de Nathalie Garnier. Donc maintenant, je vais aller sur WhatsApp. J'injecte le numéro de téléphone que je reconstitue dans mon répertoire et j'ouvre l'appli. Et quand je consulte mon répertoire, je retombe sur la même photo de profil que celle que je trouve déjà partout. Donc j'ai bien reconstitué et trouvé son numéro de téléphone personnel. Je vais rester sur WhatsApp, mais cette fois, je vais aller sur l'app, la version PC de WhatsApp, où je vais m'enregistrer avec le numéro SFR de Nathalie. Je choisis d'obtenir le code de vérification via le répondeur, et non pas par SMS. J'appelle le répondeur, je saisis le numéro que vous avez pu reconstituer vous-même également, et pendant l'annonce du répondeur, je vais appuyer sur dièse, ce qui va me permettre d'aller ouvrir et d'aller saisir le code PIN, le code secret, qui permet d'accéder à la messagerie. Et avec un peu de chance, et ça va être le cas, elle n'a pas changé le code PIN par défaut, le 4x0, elle l'a laissé. Donc je saisis le 4x0 et ça me permet d'accéder au code qui va me permettre de prendre le contrôle de son compte WhatsApp. Une fois que j'ai ce contrôle, j'implémente une authentification multifacteur et Nathalie n'aura plus accès à son compte WhatsApp. J'ai donc pu compromettre son compte WhatsApp. Je poursuis encore avec les adresses email et je détermine qu'elle a un compte sur bricoleurdudimanche.com. Avec son adresse Wanadoo, c'est sans doute un vieux compte. Donc si c'est un vieux compte, je vais essayer les mots de passe et notamment les plus anciens. Et ça marche. J'arrive à entrer sur son compte bricoleurdudimanche.com. Je vais pouvoir aller consulter ses informations personnelles et je constate que le compte n'est pas à son nom, mais qu'il est au nom de Patrick Hernandez. Sans doute un danseur de claquettes, celui-là. J'ai son adresse à Castres. Donc ça me rapproche quand même sérieusement du site du centre de fitness
dans lequel Nathalie va faire son sport. J'ai une date de naissance, je vais la conserver aussi. Et j'ai même les références complètes d'une carte bancaire, cryptogramme compris. Donc je vais pouvoir aller m'amuser et faire quelques achats en ligne sur d'autres plateformes. Ensuite, je vais consulter l'historique de commande. Je vois qu'ils ont commandé un barbecue, une piscine, un salon de jardin. Ce qui est clair, j'en déduis en tout cas qu'ils n'habitent pas un appartement, mais plutôt une jolie petite maison. Tu noteras le goût pour le salon de jardin. J'adore. T'habites une maison de Schtroumpf? C'est ça. Ah, d'accord. Maintenant que j'ai le nom de ce Patrick, je vais pouvoir effectuer des recherches le concernant. Je constate qu'il est gérant d'une SCI qui a été créée en décembre 2023. Et comme ils sont disponibles et gratuits, je vais pouvoir télécharger les statuts de cette SCI et constater que dans ces statuts, il mentionne être associé à Nathalie Garnier, avec laquelle il est marié depuis le 9 septembre 2023. Pour les curieux, vérifier, c'est bien un samedi. Je récupère leur identité tous les deux. Ça me permet de confirmer la date de naissance que j'avais trouvée sur bricoleur-du-dimanche.com et de récupérer leur identité. Ça peut toujours être utile, notamment pour de l'usurpation d'identité. Le siège de cette SCI est basé à Lacazes. Lacazes, c'est une petite commune juste à côté de Castres. Et comme j'ai une adresse, je vais faire un petit tour d'horizon sur les vues satellites. Et je constate que c'est bien une maison à cette adresse-là. Et la piscine est au milieu du jardin. J'ai un pote là-bas. Je pourrais peut-être aller rendre visite, non? Donc là, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de refuser la géolocalisation, tout ce qui est reconnaissance faciale, surtout si ça ne se justifie pas. Évitez. On a vu aussi tout à l'heure 2 petits conseils par rapport au scénario qu'il y avait en amont. Vous avez vu les chiffres de configuration, les 4-0. Pensez à les changer, c'est préférable. Et évitez les petits avis Google aussi. Alors c'est bien des fois de féliciter ou pas le resto, mais du coup ça permet d'alimenter, de donner du grain à moudre à Fabrice en l'occurrence, donc à éviter. Ouais, mais continuez, moi ça m'arrange. Maintenant, je poursuis mes recherches sur les réseaux sociaux. Je veux savoir si Patrick a un compte Facebook. Eh bien, oui. Voilà. C'est d'ailleurs marrant, cette photo des années 70. J'adore son costard blanc. Je ne sais pas vous, moi je suis fan. Là, j'ai la photo du couple en tenue de randonnée. J'ai une autre photo aussi où ils sont debout sur le perron d'un petit chalet en montagne. Regardez comme ils sont mignons. Dans les commentaires des photos, je trouve un commentaire de Gérard Hernandez, vous l'aurez compris, c'est le frère de Patrick. Un commentaire où il écrit « Sympa votre repère à Salaux ». Salaux, c'est un tout petit village dans les Pyrénées. Voilà. Et Patrick est présent dans les annuaires en ligne, ce qui me permet de récupérer l'adresse exacte. Quand même pratique aussi. Donc, comme les données cadastrales en France sont publiques, je vais pouvoir aller consulter l'un des sites qui permet d'accéder à ces informations et je vais constater que la propriété elle a fait l'objet d'une transaction en avril dernier pour 435 000 €. Doit être sympa la bicoque, non? Et j'ai aussi un pote là-bas. Maintenant, je poursuis mes recherches à base d'adresses email pour savoir où les adresses de Nathalie sont enregistrées. Et je vais trouver que son adresse Yahoo est enregistrée sur Tinder. Je vais tester les mots de passe, bien sûr. Voilà, j'en ai récupéré plein, autant les essayer. Hein, on ne sait jamais, des fois qu'elle les réutilise partout. Et ça fonctionne. Donc je vais pouvoir rentrer sur son compte Tinder et aller consulter ses données personnelles. Et là, je constate qu'elle est enregistrée sur Tinder depuis janvier dernier. Voilà, mariée en septembre, inscrite en janvier. Elle n'attend pas Patrick, finalement. Avec ça, je vais pouvoir la faire chanter. Ça accompagnera les claquettes de Patrick et ça remplira mes poches. Merci Fabrice. De rien, c'est gratuit. C'est gentil. Enfin non, c'est pas gratuit. Ma vie privée en place publique. On continue. On passe sur la partie collecte. Donc maintenant, le traitement des informations. Donc effectivement, Fabrice a bien ciblé sa victime. Donc c'est une très très jeune femme, on a bien compris, qui est mariée. Oui, qui est mariée, qui a une quarantaine d'années, qui a une enfant de 18 ans. Elle est présente sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Là, ça lui permet de récupérer des informations de son statut social aussi. Donc, ça lui permet de savoir quel est son métier. Et en fonction de ça aussi, ça permet à l'attaquant de fixer un taux de rançon, par exemple. De pouvoir se dire, bon, je peux peut-être viser haut, puisque visiblement, elle a un peu d'argent. Ensuite, il connaît un petit peu ses passions, donc elle semble être plutôt dynamique, elle fait du sport, du surf notamment, donc il se note cette information-là. Il va noter également ses horaires de connexion pour pouvoir lui transmettre, s'il doit faire du phishing, plutôt ces horaires-là de connexion, plutôt sur certains canaux particuliers, puisqu'elle est a priori assez présente sur les réseaux sociaux, donc il va utiliser ça. Et puis, effectivement,
il a découvert une petite faille. J'ai un peu fauté sur Tinder, je l'avoue. Mea culpa. Mea culpa. C'est pathétique. Bon, je reviens à mes attaques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quel état est la boîte maintenant. Et ben, mon mail de phishing, vous savez, le phishing à base de fitness tout à l'heure, ben, il a fonctionné. Ça a dû d'ailleurs bien dû la mettre en forme, hein. Clairement, c'est clair. L'informatique de Green Lemon est complètement à plat et Nathalie vient justement de m'envoyer un mail, un message sur Tox pour initier la négociation. Maintenant, je vais retirer cette casquette de pirate. Vous l'aurez compris, c'est pas mon métier. Pour apporter une petite conclusion et noter que finalement, on peut faire beaucoup en partant de pas grand-chose. Quelques informations initiales et quelques pivots sur des données, dont des données issues de fuites de données. J'ai pu élaborer plusieurs scénarios d'attaque, cyber bien sûr, d'origine cyber et à base d'ingénierie sociale. J'ai pu pénétrer au cœur de la vie privée de Nathalie, lui soutirer de l'argent, mettre en péril son entreprise et son couple. Pour l'entreprise, j'ai monté une fraude au changement de RIB, un phishing permettant de déployer un ransomware, lequel m'amène à une extorsion de fonds. J'ai mis l'entreprise à l'arrêt et j'ai volé ses données. Sur le plan personnel, j'ai récupéré les informations me permettant de commanditer 2 cambriolages, résidence principale et résidence secondaire. Souvenez-vous le chalet. J'ai pu compromettre un compte de e-commerce, prendre le contrôle de son compte WhatsApp. J'ai pu usurper son identité et celle de son mari. Et j'ai de quoi la faire chanter et lui extorquer encore un peu d'argent, enfin surtout s'il lui en reste. Merci Fabrice. Donc voilà, on a pu voir les différentes attaques, ce qui est possible de faire. Nous, on a décidé de prendre le parti d'en rire, de le faire un petit peu avec humour cette fois-ci, parce que la cybersécurité, on sait que c'est sérieux. On a décidé de le voir différemment. Mais pour conclure, ce qu'on va vous dire, c'est méfiez-vous des cuisiniers, méfiez-vous des pommes, c'est bon pour la santé, mais ça peut être dangereux. Méfiez-vous aussi des psys, tous ils sont pas tous sympas. Et de l'ingénierie sociale. Voilà, si vous avez des questions sur la cyber, sur les fraudes, sur la psychologie, voire même un speed dating, parce que je suis fraîchement divorcée grâce à Fabrice, ça se passe au stand F31. Merci beaucoup. Merci à vous, on va pouvoir vous applaudir. Merci. Voilà, Nathalie, le petit pousset qui a laissé à chaque fois ses indices menant à la traque du grand méchant loup, Fabrice. Nous avons la possibilité de passer aux questions-réponses. Il nous reste quelques minutes. Nous avons normalement Clovis avec nous qui va pouvoir transmettre le micro. Avez-vous une question? Pouvez-vous lever la main si jamais vous avez une question, une précision? Alors moi j'en ai une. Est-ce qu'il y a un capital temps donné par le hacker lorsqu'il se fixe l'objectif d'aller saisir une proie? Est-ce que l'objectif se dit... est-ce que le chasseur, le hacker se dit « Tiens, je vais me donner tant de temps pour pouvoir remonter le filon et arriver à mes fins par rapport aux objectifs que je pourrais atteindre en fonction des pièces que je trouve égrenées à droite à gauche ?» Alors, le hacker est un humain, donc c'est un fainéant. Il va d'abord se concentrer sur les cibles faciles, les plus faciles à atteindre. Par contre, si les objectifs sont différents, notamment en matière d'espionnage ou d'ingérence, le financeur des recherches va pouvoir y mettre les moyens et donc consacrer beaucoup plus de temps. Oui, effectivement, c'est le gain potentiel qui va décider de l'investissement de temps et de moyens pour arriver à prendre effectivement les renseignements et extorquer par la suite différentes données. Ça fonctionne comme une entreprise, c'est le ROI qui pilote. Oui, pardon, sur le côté, je vais vous donner le micro. Bonjour, merci Bonjour. pour la présentation tout d'abord. Et j'avais juste une question qui est un peu une question ouverte. C'est sur la dernière slide, vous avez parlé donc de l'extorsion, donc il fallait payer. Donc il y a une communication qui a été mise en place entre vous et la victime. Quelle est votre position par rapport à ça? Parce que c'est une question qui est très ouverte au niveau de la cybersécurité. Est-ce qu'on conseille de payer ou non quand on arrive à ce niveau-là, quoi? Voilà. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait payer. J'ai dit que le pirate essayait de se faire payer, c'est très différent. En fait, c'est difficile de donner des conseils en la matière. La doctrine officielle, c'est de ne pas payer. Pourquoi? Parce que si vous payez, le risque, c'est qu'en fait, on vous demande une rallonge. Et ensuite, l'idée, c'est de ne pas aller financer le cybercrime.
aussi. Après, c'est toujours facile, derrière un bureau, derrière une tour de verre, de dire à un patron, non, il ne faut pas payer. Quand le patron d'une entreprise, il a les 2 pieds dans le béton à attendre gentiment de couler, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc, j'ai pas véritablement de position sur le sujet, ce serait un petit peu trop facile, et surtout pas de leçons à donner à des chefs d'entreprise. Une dernière question, en tout cas de la part du public. Eh bien, moi, j'en ai une de mon côté sur l'application que vous donnez et que vous illustrez parfaitement avec, là, pour le coup, un particulier qui se retrouve être identifié en tant que professionnel, à la fois titulaire d'une société puis d'une SCI. Il y a l'aspect comportemental que vous évoquiez avec, au départ de la conférence, Nathalie, vous disiez, on va activer des leviers psychologiques tels que la redevance, la réciprocité, ou encore d'autres leviers que vous avez pu identifier dans la recette initiale. Comment le hacker se comporte-t-il pour essayer d'identifier le profil peut-être psychologique, ou quel levier il pourrait être activé chez sa victime? Alors c'est tout le travail de ciblage au départ, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'adresser de la même façon s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Typiquement, on sait que les hommes vont être plus attirés par les phishing, par exemple, d'actualité, alors que les femmes vont être plus sur des phishing type promotionnel. C'est malheureux, mais c'est les statistiques. Je n'ai rien dit, ne me regardez pas comme ça. Je suis une femme et j'ose le dire. Mais voilà, il y a des particularités en termes de comportement, il va y avoir une particularité en termes d'âge. On ne va pas s'adresser à une personne âgée comme on s'adresse à une personne plutôt jeune. On va utiliser des canaux particuliers, des façons de parler particulières. Donc c'est tout un profil à la fois culturel, sociologique, psychologique qui va jouer. C'est en ce sens que je dis que l'attaquant est un parfait psychologue. Eh bien écoutez, merci, on peut vous applaudir pour cette conférence.